Pour comprendre le rôle exact de la CIA, il faut se rappeler son histoire. Elle a été créée après la guerre en 1947 et elle a fonctionné pendant 40 ans avec un but, un seul, lutter contre l'URSS. C'était CIA contre KGB et rien d'autre ne comptait. Et puis le mur de Berlin s'est effondré, et le système soviétique avec, et la CIA s'est retrouvée sans adversaire. Pendant 40 ans, elle avait attiré les hommes les plus brillants et les plus intelligents. À partir de 1991, cela n'a plus été le cas. Et ses effectifs ont été diminués de près d'un quart. L'Amérique, à ce moment-là, a cru qu'elle n'avait plus d'adversaire à sa mesure et que ses moyens technologiques modernes suffisaient. Le 11 septembre 2001, la réalité l'a rattrapé. L'ennemi, le terrorisme international et islamiste en particulier, elle ne l'avait pas vu venir. Pour comprendre le rôle de la CIA, il faut se souvenir qu'elle jouit d'un statut très particulier. La CIA n'est dépendante d'aucune administration, d'aucun ministère, contrairement au FBI. La CIA n'a de compte à rendre qu'au président américain directement. D'où la tentation de certains de voir la CIA comme une superpuissance qui aurait échappé au pouvoir de son mentor, le président, et qui serait aujourd'hui l'un des maîtres du monde. C'est une vision très aventureuse. On va le voir ce soir. Enfin, pour comprendre la CIA, il faut savoir qu'elle a largement outrepassé son rôle dès le début. Elle ne s'est pas contentée de collecter des informations dans le monde entier. Elle a voulu agir sur le cours de l'histoire. Elle est devenue une organisation au-dessus des lois. Elle a renversé des gouvernements et tué des opposants aux régimes amis. De l'Iran à Cuba, de l'Amérique du Sud au Congo, la CIA a été pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle le bras armé clandestin du gouvernement de Washington. Premier exemple, Cuba. Cuba et la CIA, c'est une longue histoire et une longue série d'échecs. Il n'y a pas eu moins de 8 tentatives d'assassinat de Fidel Castro. Toutes ont échoué. Il y eut aussi, en 1961, le lamentable épisode de la baie des cochons. 1500 exilés cubains débarquaient là pour fomenter une révolution populaire contre Castro. Sans soutien de l'armée américaine, l'échec de la CIA a été total. Mais dans le reportage qui va suivre, on va très bien comprendre comment travaille la CIA. À Cuba, précisément. C'est l'histoire de la famille Bacardi, du fameux rhum Bacardi, premier producteur mondial. Riche famille de Cuba, chassée par la Révolution, elle n'a eu de cesse depuis de pousser les Américains, par le biais de la CIA, à renverser le régime castriste. Pour cela, tous les moyens ont été bons, vous allez le voir. Intimidation, corruption jusqu'au sein de la famille Bush, attentats, bombes et terrorisme. Voici l'histoire de la guerre entre le rhum et la Révolution. Au début était le rhum, et le rhum était de Cuba. À la fin, il y eut la guerre. Au premier plan, il s'agit d'un combat pour des parts de marché et d'un contentieux juridique autour de la marque Havana Club qui n'est toujours pas réglé. Mais derrière cette façade de conflits économiques se cache le mystère de la chauve-souris, logo de la marque Bacardi. L'histoire de la famille Bacardi et sa lutte contre la révolution cubaine. L'histoire de Cubains en exil, de terroristes, de la CIA et de ses plans pour assassiner Fidel Castro. Mon nom est Philippe Hadji. J'ai été agent de la CIA de la fin des années 50 à la fin des années 60. L'une des missions que j'ai eues en Amérique latine, en travaillant pour l'agence, a été de monter des opérations contre Cuba. Dans de nombreux cas, nous utilisions des exilés cubains, trouvés et recrutés à Miami ou à d'autres endroits où ils étaient réfugiés, parfois recrutés à Cuba même. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros,
hasta la victoria siempre. Quel est l'esprit de la famille Bacardi? C'est difficile à décrire avec des mots, mais c'est facile à voir quand on est parmi des membres de la famille, que ce soit dans une assemblée d'actionnaires ou dans une réunion de la société. Ça va bien au-delà de l'intérêt des affaires. Bacardi, fabricant de rhum, est aujourd'hui parmi les plus gros producteurs de spiritueux au monde. La firme a été fondée à Cuba en 1862, mais la famille Bacardi, qui en est propriétaire, a quitté l'île après la révolution castriste. Depuis lors, la firme Bacardi combat avec acharnement ses concurrents cubains sur le marché du rhum. Aujourd'hui, le rhum Bacardi n'est plus produit à Cuba. En revanche, le rhum Havana Club provient de Cuba. Il est distribué dans le monde entier par l'entreprise française Pernod Ricard. Mais ce rhum n'a pas droit de cité aux États-Unis. Curieusement, il y a quelques années, un rhum appelé Havana Club fit tout de même son apparition aux États-Unis. Cela provoqua bientôt un terrible conflit commercial entre les USA et l'Europe. Il s'agissait de ces bouteilles. Elles étaient produites par une filiale de Bacardi. Ce Havana Club était une contrefaçon. Cuba et Pernod Ricard attaquèrent donc Bacardi devant la justice américaine, pensant avoir gain de cause, puisqu'il y avait usage abusif de la marque Havana Club. Mais il se passa alors une chose étrange. Bacardi envoie un email au frère du président américain, le gouverneur de Floride, Jeb Bush, pour lui demander son aide. Cher Jeb, les bureaucrates du PTO à Washington continuent à batailler avec succès pour Fidel et Pernod. Il faut que quelqu'un leur dise de ne plus se mêler de ça. Signé George. Une démarche peu banale, estime le journaliste économique Greg Rushford, bien connu des membres du Congrès à Washington, pour ses analyses des lobbies économiques. Bacardi voulait que Jeb Bush intervienne auprès du FPTO, l'Office fédéral des brevets et des marques, pour que ses fonctionnaires tranchent en faveur de Bacardi. Jeb Bush écrit le 13 juin 2002 à l'Office des brevets. Au nom de Bacardi Martini USA Incorporated, basé en Floride, je demande que l'Office procède rapidement et définitivement à la radiation de la marque Havana Club, enregistrée naguère par une société appartenant à Fidel Castro et qui doit être immédiatement invalidée. Sincèrement vôtre, Jeb Bush. Autrement dit, le rhum de Pernod est viré. Ce n'est vraiment pas normal de faire ça de la part d'un gouverneur. Pourquoi Jeb Bush, frère du président des États-Unis, rend-il ce service à Bacardi? Les comptes de campagne montrent que Jeb Bush et le Parti républicain, à Miami, ont reçu de Bacardi plus de 75 000 $. On voit combien d'argent les sociétés et les lobbies versent à ceux qui font la loi. Et quelles conséquences ça a. Tout ça est transparent et serein. Le problème, c'est que c'est de la corruption. Mais c'est légal. L'Office des brevets et des marques à Washington. Les marques commerciales du monde entier y sont enregistrées. Avec sa contrefaçon du Havana Club, Bacardi avait enfreint un droit mondial. Selon la même logique, Fidel Castro aurait pu fabriquer du Coca-Cola. Ce n'est pas une bagarre privée entre Bacardi et Fidel. C'est une véritable guerre publique. Entre eux, c'est la haine. La haine du producteur de rhum pour le chef de l'État cubain date de 40 ans et commence avec la révolution cubaine. Les Bacardi ont commencé par saluer la lutte des troupes de Castro contre la dictature brutale de Batista. Mais l'enthousiasme du début se transforme vite en haine. En tout cas, Manuel Cutillas s'en souvient encore. Cet ancien patron de Bacardi, qui reste l'homme le plus puissant de la famille, vit dans une de ses villas, aux Bahamas. Nous étions tous pour Castro, à Santiago de Cuba. Et quand Castro est descendu des montagnes, le 1er janvier 1959, on était tous là pour le saluer, l'acclamer, le féliciter, le remercier. Mais le 14 octobre, toutes les entreprises privées de Cuba ont été confisquées par le gouvernement.
En octobre 1960, d'un jour à l'autre, le gouvernement a pris à la famille Bacardi une entreprise valant 70 millions de dollars, sans leur verser un centime, et leur a dit « Partez, on ne veut plus de vous ici ». En fait, 99% des Cubains qui ont dû partir après 1960 pensaient que les Américains ne permettraient pas l'implantation de colonies russes à 90 000 au sud de leur côte, et qu'ils allaient résoudre le problème de Cuba d'une manière ou d'une autre, et que tout le monde rentrerait bientôt. C'est pourquoi l'invasion de la baie des Cochons, soutenue par les Américains, est apparue à ces Cubains comme un éventuel début de solution. Bacardi a fait ensuite, hors de Cuba, des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Dans les anciennes usines Bacardi de Santiago de Cuba, c'est à présent le gouvernement cubain qui produit du rhum et de la bière. Avec des millions de bouteilles de rhum vendues sur le marché mondial, les Cubains sont devenus une sérieuse concurrence pour Bacardi. Si la firme Bacardi n'avait pas déplacé vers l'étranger, déjà du temps de la dictature de Batista, d'importants capitaux et sites de production, son empire du rhum n'existerait sans doute plus aujourd'hui. À Cuba, seule cette chauve-souris délabrée, logo de la marque, rappelle encore l'histoire des Bacardi. À l'autre extrémité de l'île, la Havane, la capitale. Les États-Unis se sont installés sur le terrain de l'ambassade de Suisse et les Cubains pensent que c'est de là qu'opère la CIA. Dans un grand immeuble situé en face, nous rencontrons Phil Hadji. Dans les années 60, en tant qu'agent de la CIA, il a dirigé des actions contre Cuba. Par la suite, il a quitté les services secrets américains. Les Cubains n'ont pas été en guerre avec les USA de leur propre fait. Ils ont été forcés d'être sur la défensive, comme s'ils étaient attaqués. Et ce depuis 1959. L'objectif constant était de renverser la révolution cubaine. Les attaques ont pris la forme d'opérations militaires ou paramilitaires ou de sabotage, en liaison avec des exilés cubains et leurs groupes d'extrême droite, où l'on trouvait par exemple la famille Bacardi. On peut dire que les Bacardi ont été l'une des familles et des sociétés parmi les plus actives dans ces efforts pour renverser la révolution cubaine. Une famille en lutte contre Castro. Des indices des racines militantes de la famille Bacardi, ainsi que des traces des actions secrètes de la CIA contre Cuba, c'est ce qu'on trouve encore aujourd'hui à Miami, terre d'accueil de la plus importante communauté de Cubains en exil. 2 millions de Cubains vivent à Miami et dans ses environs. Leur présence est des plus visibles. Couleurs nationales, motifs religieux, mais aussi les bureaux des principaux groupes anticastristes militants. Nombre de groupes terroristes se sont développés au fil des années. L'un était connu sous le nom de Oméga 7, un autre de Alpha 66, et ils existent toujours. Ils continuent de s'entraîner dans les landes marécageuses autour de Miami, et ils sont parfaitement tolérés par le FBI. Mieux vaut mourir un jour dans la dignité que de passer sa vie dans l'indignité. Telle est la devise de l'Alpha 66, l'organisation qui, depuis le début, a mené des attaques paramilitaires contre Cuba. Nous luttons contre un tyran comme Saddam Hussein, contre cet homme mauvais qu'est Fidel Castro. Qu'il meure ou qu'il soit tué, peu importe, mais que Cuba soit libre. Nous voulons être libres. Sans négociation aucune, car en négociant, les communistes gardent le pouvoir en main. Les soldats de l'Alpha 66 s'entraînent chaque dimanche dans leur camp militaire, avec des munitions réelles, comme dans les années 60. C'était une époque militante. Des gens gagnaient Cuba par bateau, tentaient d'y amorcer une mini-révolution, de saboter. Certains ont essayé de tuer Castro. Dans ces années 60 militantes, plusieurs membres de la famille Bacardi s'installent à Miami. Dès cette époque, leur empire économique a son principal site aux Bahamas. Ici, en Floride, Bacardi ouvre en 1963 sa filiale pour les États-Unis.
Avant même la révolution cubaine, la firme avait déjà pris des dimensions internationales. Le patron d'alors est considéré comme le père de cet empire Bacardi, c'est Pépin Bosch. Avec la société Bacardi derrière lui, tout le monde pensait « c'est l'homme qui va me donner de l'argent pour tout ce que je voudrais faire pour Cuba ». Pépin Bosch participa activement à la tentative d'abattre Castro en créant, en 1964, un gouvernement cubain en exil appelé RECE. Il s'efforçait de séparer complètement les affaires Bacardi des affaires politiques. Et il a créé le RECE en le déconnectant totalement de sa société. Quand les gens venaient demander de l'argent à Bacardi, il répondait « Allez trouver le RECE ». Le RECE était une organisation politique, pas une organisation militaire. Bon, je ne serais pas étonné que le RECE ait aidé tel ou tel type qui voulait faire quelque chose, mais je pense que les gens qui étaient réellement militants au sens militaire étaient plutôt directement liés à la CIA. Les enquêtes diligentées par le Congrès américain après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy menèrent à l'époque jusqu'à des Cubains exilés. On trouve donc dans les dossiers d'importantes informations concernant Bacardi. L'un des enquêteurs, Gaeton Fonzi, écrit ainsi: « Le gouvernement cubain en exil était ostensiblement financé par le magnat du rhum Bacardi, José M. Bosch. Mais des documents réexaminés plus tard par les enquêteurs du Congrès révèlent qu'il était aidé par la CIA. » Je ne sais pas si le RECE et les organisations de Pépin étaient très militants. Mais il est sûr qu'il y avait dans la région beaucoup d'organisations très actives et militantes. Il n'empêche que les dossiers Kennedy, d'après l'enquêteur Fonzi, montrent clairement les liens existants entre des terroristes et le gouvernement cubain en exil. Les organisations d'exilés cubains se fédérèrent en un commandement des organisations révolutionnaires unies, CORU. Et parmi les participants au premier sommet de ce CORU, l'on trouve Luis Posada, membre du gouvernement en exil. Ce Luis Posada, membre du gouvernement en exil, et Orlando Bosch, membre fondateur du CORU, sont des terroristes qui, actionnés au départ par la CIA, se sont livrés à des agressions brutales contre Cuba. Orlando Bosch, encore recherché internationalement pour ses attentats, vit tranquillement dans une banlieue de Miami. En dépit de ses activités terroristes, il a été gracié, voilà quelques années, par le président George Bush Senior. Orlando Bosch, qui n'a aucun lien de parenté avec le Bosch patron de Bacardi, n'a jamais fait mystère de son passé de terroriste. En 1976, Orlando Bosch et ses compagnons de lutte fondent l'organisation CORU. La réunion fondatrice se tient en République dominicaine. C'est là qu'a lieu la rencontre légendaire entre Orlando Bosch et Luis Posada, membre du gouvernement en exil. Bosch se souvient. Nous avons eu une réunion à Saint-Domingue, en République dominicaine, et nous sommes tombés d'accord sur ma proposition, que quiconque contribuait à la gloire de Castro devait courir les mêmes risques que les hommes et les femmes qui luttaient contre Castro. Bosch a écrit plus tard que cela avait été le signal de départ de nombreuses opérations de destruction dans toute l'Amérique. L'une de ces actions fut, en 1976, l'attentat à la bombe contre un avion cubain. Il eut lieu le 6 octobre 1976, sur un vol de retour vers Cuba. Tous les passagers trouvèrent la mort. Cet acte de terrorisme contre un appareil civil fit 73 victimes. Au nombre de ces victimes, l'équipe cubaine junior d'escrime, qui venait de remporter la médaille d'or au Venezuela. Des jeunes de 16 à 18 ans. Soupçonné d'être le responsable de l'attentat, Orlando Bosch fut arrêté au Venezuela. Bosch a consacré toute sa vie à ce qu'il appelle la cause cubaine. J'ai mené ces nombreuses actions parce que contre un dictateur comme ce type, l'action est la seule chose qui ait de l'effet, le reste est de la foutaise.
Orlando Bosch et Luis Posada ont été associés toute leur vie dans leur lutte militante contre Cuba. Posada était mon ami. Nous avons été en prison ensemble au Venezuela pendant 10 ans dans la même pièce. Et puis Orlando Bosch se souvient de son homonyme, Pépin Bosch, le patron de Bacardi. Pépin Bosch a aidé beaucoup de gens, il a fourni de l'argent et beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas combattre, il était trop vieux. C'était un vieux bonhomme comme moi maintenant. Dans une interview donnée par Orlando Bosch à un journal, on voit le lien entre le terroriste et le patron de Bacardi. Le 7 septembre dernier, nous nous sommes adressés au RECE en la personne de son président, M. José Bosch, pour obtenir des aides nous permettant de mener à bien des actions massives contre le régime communiste de Cuba. Le RECE a été créé par Pépin Bosch. Quand on a une entreprise comme Bacardi, on n'a pas le droit d'être lié à des terroristes, appelons-les terroristes. Sinon, on a des problèmes avec son gouvernement. Pépin Bosch était un chic type. Je lui ai parlé 3 ou 4 fois. Le patron de Bacardi réussit à ne pas être compromis. Mais un document émanant de la Maison-Blanche et daté du 15 juin 1964 révèle aujourd'hui la participation du patron de Bacardi au plan de la CIA visant à assassiner Castro. Ce document dit « Concerne assassinat de Castro, un complot pour assassiner Castro qui inclurait des éléments américains de la mafia et qui serait financé par Pépin Bosch. » Et dans le dossier, le nom de Bosch est suivi, entre parenthèses, de Bacardi. Mais aucun plan visant le renversement du régime cubain n'aboutit. Parmi les exilés cubains, la frustration s'installe. L'accession de Reagan à la présidence des États-Unis au début des années 80 fait naître de nouveaux espoirs. C'est alors qu'est fondée la Cuban American National Foundation. L'homme du moment est George Mas Canosa, membre du gouvernement cubain en exil. Cette fondation réussit à rassembler les gens d'extrême droite, autrement dit les fanatiques, les réactionnaires les plus endurcis parmi ceux qui avaient fui Cuba depuis 1959. Et le personnage dominant derrière cette fondation était un certain George Mas Canosa. Le style agressif de Mas Canosa fait de lui le grand homme des exilés cubains. Il a fait de très bonnes affaires. Il est aussi impliqué dans de nombreux scandales de corruption. Et qui est réellement à l'origine de la création de sa fondation? L'ancien enquêteur du Congrès dans l'affaire Kennedy, Gayton Fonzi, écrit à ce propos « La Cuban American National Foundation n'a pas été créée par des exilés cubains, mais par des Américains liés au service secret des États-Unis. » La Cuban American National Foundation a été fondée sur les instances de l'administration Reagan au début des années 80. Sous le président Reagan, George Mas Canosa, membre du gouvernement cubain en exil, est promu au rang de nouveau leader charismatique de la fondation. Mais qui finançait et finance encore cette organisation ? L'organisation ne reçoit pas de fonds fédéraux, ni d'un État, ni d'aucun gouvernement. Ce sont juste des individus qui y contribuent, désireux de soutenir notre politique. Mais est-il réellement exact que la Fondation ne reçoive pas de fonds gouvernementaux ? Elle reçoit de l'argent de riches Cubains, comme les Bacardi, ou d'autres qui vivent dans la région et l'ont financé depuis le début. Mais elle reçoit aussi de l'argent du gouvernement des États-Unis. Gayton Fonzi, l'enquêteur du Congrès, a trouvé voilà quelques années encore d'autres informations sur les donateurs privés de la Fondation. La Cuban American National Foundation est une association éducative, exempte d'impôts, qui compte plus d'une centaine de riches directeurs et administrateurs, lesquels paient des redevances annuelles allant de 5 000 à 50 000 $, certains davantage. L'influence politique de la famille Bacardi au sein de la Fondation fut longtemps un secret bien gardé. Celui qui l'a découvert vit aujourd'hui à Paris. C'est un écrivain colombien en exil. Hernando Calvo Ospina a fait plusieurs années de recherche pour établir la liste complète des quelques 600 actionnaires de Bacardi.
Il a ensuite comparé ce document clé avec la liste des directeurs et administrateurs de la Cuban American National Foundation. Il a pu ainsi mettre en lumière l'étroite imbrication entre la dynastie du Rhum et la Fondation. Les dirigeants de la Fondation sont une centaine de personnes. Et j'ai réussi à établir qu'il y a parmi eux 25 Bacardi, de gros actionnaires et de hauts responsables de Bacardi. La liste des actionnaires n'est pas publique, car les actions Bacardi se trouvent presque exclusivement entre les mains du clan familial. Cette discrétion permet aux Bacardi d'intervenir dans diverses organisations sans qu'elles apparaissent comme liées au clan. Le PDG de Bacardi, M. Cutillas, était en même temps l'un des hauts responsables de la Cuban American National Foundation. L'ancien patron de Bacardi, Manuel Cutillas, disposait aussi de lobbies influents. Il a ainsi dirigé le Forum économique mondial de Davos. Mais quelle était sa place dans la Cuban American National Foundation ? On m'a invité à participer à la Cuban American National Foundation comme directeur, comme administrateur. Et j'y ai participé pendant un temps. J'étais ami avec George Mascanosa, originaire lui aussi de Santiago de Cuba. On se connaissait depuis l'enfance. Calvo Ospina n'a cessé de constater que les Bacardi occupaient, à titre privé, des positions dans des lobbies importants. Aujourd'hui, la vice-présidente de la Cuban American National Foundation est également une directrice et actionnaire de Bacardi. Clara Maria del Valle, vice-présidente de la fondation et membre du clan Bacardi, tient à souligner qu'elle ne siège pas dans la fondation en tant que représentante de Bacardi. Ici, c'est la Cuban American National Foundation et j'en suis la vice-présidente. Mais quelle politique les Bacardi, en tant que personnes privées, mènent-ils au sein de la Fondation des Cubains des États-Unis ? Quel est leur objectif ? Renverser Castro, changer le gouvernement de Cuba. La Fondation s'efforce d'influencer le gouvernement américain pour qu'il agisse dans un sens favorable à la liberté de Cuba. On affirme que la Fondation opère aussi par des moyens militaires, mais Cutillas le conteste. La Cuban American National Foundation n'a jamais eu le moindre objectif militaire. Pourtant, son ami, ce George Mascanosa, révéré comme un saint parmi les exilés cubains, voyait les choses autrement. Dans une lettre au directeur de la Fondation, il prônait l'emploi de la violence dans la lutte contre Castro. Cette lettre, que Cutillas connaît forcément, date de janvier 1990 et se conclut en ces termes « Nous ne reculerons devant rien ni personne. Nous ne le souhaitons pas, mais si le sang doit couler, il coulera. » La Fondation a aussi sponsorisé le terrorisme. Luis Posada Carriles, l'un des plus importants terroristes aidés par la CIA, s'est chargé de recruter des Guatémaltèques et des Salvadoriens pour poser des bombes ici, dans des hôtels de la Havane. À 90 000 des côtes de Floride, la Havane. La promenade du bord de mer, le Malecón, symbole de l'ancienne splendeur coloniale de l'île. Après la fin de l'Union soviétique, le socialisme cubain a eu besoin pour survivre de nouvelles sources de devises. Dans un grand écart suicidaire, il a réintroduit d'abord le tourisme de masse, puis le dollar. Les exilés cubains, comprenant que le tourisme faisait redémarrer l'économie cubaine, commencèrent en avril 1997 à commettre des attentats contre les touristes. Les exilés cubains parlèrent d'un soulèvement interne, d'une prétendue rébellion des militaires cubains. Mais il fut bientôt évident que ces agressions étaient téléguidées de l'extérieur, afin de chasser les touristes. Il n'y eut pas que des dégâts matériels. Les terroristes firent des blessés et un mort. En 9 attentats, il y eut au moins 11 blessés et un mort italien. En septembre 1997, les Cubains arrêtèrent un Salvadorien de 25 ans, Cruz León.
Il avoua, mais il n'était qu'un exécutant. Au procès, il convainc qu'il était un terroriste et qu'il devait assumer ce qu'il appelait cette honte. Et voici l'homme qui est derrière les attentats. Les enquêteurs en sont convaincus. Cette vidéo des services secrets montre des images très rares de Luis Posada au Salvador. L'homme qui était en prison avec Orlando Bosch et qui a fondé le Coru. Une interview exclusive du New York Times, recueillie en un lieu tenu secret, devait confirmer la thèse des Cubains. Posada avait bien organisé les attentats. Une journaliste américaine alla interviewer Posada dans une des îles des Caraïbes et lui apporta cette bande de magnétophone. La journaliste lui présenta aussi ce fax et Posada confirma qu'il en était l'auteur. Dans ce fax, il se plaint de ce que, si la presse américaine ne réagit pas enfin aux attentats, le boulot ne sert à rien et il n'y aura pas d'argent non plus. La journaliste Anne-Louise Bardac insista auprès de Posada pour savoir qui avait financé les attentats et obtint une réponse spectaculaire. Posada déclara au New York Times que les attentats contre les hôtels et autres opérations étaient financés par des dirigeants de la Cuban American National Foundation. À travers les explications détaillées de Posada, enregistrées sur cette bande, on a une idée nette des relations entre le terroriste et le patron de la fondation. Posada souligne l'étroite amitié qui le liait à George Mas Canosa depuis le début des années 60. Luis Posada et George Mas Canosa, à l'époque sous l'uniforme du sinistre Fort Benning, camp d'entraînement de la CIA. Par la suite, Canosa devint politicien et Posada terroriste. Posada m'a dit que les deux hommes étaient restés des amis proches jusqu'à la mort de Mas Canosa et que Mas et des membres très importants de la communauté des exilés cubains à Miami l'avaient aidé financièrement par tous les moyens. Non pas officiellement à travers la fondation, mais par des aides privées, et que c'était là des liens très très étroits. La fondation de Miami protesta contre cette interview et tenta d'intimider le New York Times par des moyens juridiques. Néanmoins, l'article ne put jamais être réfuté. Le porte-parole de la fondation a là-dessus, aujourd'hui, une réaction étonnamment révélatrice. Je peux vous dire que, évidemment, nous voulons un changement à Cuba. Évidemment, un tyrannicide serait une bonne chose, parce que cet homme a fait tellement de mal. Mais c'est contraire à la loi. Donc, à quoi bon en parler? Nous ne pouvons faire ça. C'est absurde. Après les attentats, la Cuban American National Foundation salua publiquement avec espoir le début d'un putsch entre Fidel Castro et le gouvernement cubain. En el mismo momento en que la Fundación Nacional Cubanoamericana estaba apoyando... Au moment même où la Fondation appuyait ces actes terroristes à Cuba, un membre de ces Bacardi, en qualité de vice-présidente de la Fondation, applaudissait à ces bombes. À l'opinion publique, la Cuban American National Foundation, consciente de sa responsabilité envers le peuple cubain, soutient sans embâche ni réserve toute contestation, tout affrontement et tout acte de rébellion visant à chasser Fidel et Raúl Castro, signé entre autres par Clara Maria del Valle de Bacardi. Cela me semble terriblement cynique, terriblement prémédité, calculé, que Bacardi lance un produit appelé Bomba pendant qu'à Cuba, il pose des bombes dans les sites touristiques pour attaquer la révolution cubaine, mais aussi bien pour tuer les gens, comme ce citoyen italien. En même temps se déroule en France une campagne publicitaire pour ce nouveau produit Bacardi appelé la Bomba.
Avec chaque bouteille, l'acheteur reçoit un détonateur et la recette du mélange explosif. C'est de Cuba que nous vient cette boisson détonnante, idéale pour réchauffer les nuits d'hiver. Il vous suffira simplement de verser dans le détonateur 1 quart de rhum, 3 quarts de Coca-Cola, un léger soupçon de café moulu, d'appuyer et de déguster sur quelques cubes de glace. Ces bombes étaient censées porter le coup de grâce à l'économie cubaine. Car, à part les cigares, le rhum et le tourisme, le gouvernement de Castro n'a plus guère de recettes. Le blocus économique décrété par les États-Unis à l'encontre de Cuba n'a pas des conséquences seulement pour les Américains. Les navires internationaux qui jettent l'ancre à la Havane n'ont ensuite plus le droit, pendant des mois, de faire escale dans les ports des États-Unis. La loi instaurant cet embargo porte le nom de 2 hommes politiques américains, Helms et Burton. Mais aux États-Unis, on l'appelle parfois autrement. La loi Helms-Burton a été appelée aussi loi Bacardi, parce que Bacardi a beaucoup puisé de son influence pour la faire adopter. Influence financière, politique, etc. Ce magnifique bâtiment témoigne de ce qu'était autrefois la puissance des Bacardi à Cuba. La loi Helms-Burton témoigne de ce qu'est aujourd'hui leur puissance aux États-Unis, jusque dans la législation. La loi Bacardi. C'est comme ça que les gens l'ont appelé. Et la presse aussi. Pourquoi ? Parce qu'on disait que Bacardi avait fait du lobbying auprès de Helms et Burton pour la faire passer. Une loi visant à aider les Bacardi et autres à récupérer leurs anciens capitaux. Mais ce n'est pas tout. Cette loi, c'est fondamentalement l'embargo contre Cuba. Eh oui, à un certain moment, Bacardi était très favorable à l'embargo contre Cuba. Mais l'intérêt des Bacardi pour leurs anciennes possessions n'explique toujours pas le pouvoir qu'ils ont aux États-Unis, au point de dicter au Congrès sa politique étrangère et économique, même à l'encontre des intérêts commerciaux des États-Unis. Disons d'abord que l'embargo n'a fonctionné que pour une seule raison, satisfaire les exigences politiques d'une poignée de gens en Floride. Cette poignée de gens peut faire pencher la balance lors des élections présidentielles américaines. Car le président est élu par l'intermédiaire de grands électeurs, dont une seule voix peut suffire à lui donner la majorité dans un État. The Cuban-American group is a single-issued group, and that is... Les Cubano-Américains sont un groupe qui soutient comme un seul homme l'embargo contre Cuba. Tout président qui affronte là-bas une élection indécise tente de s'entendre avec ce groupe pour gagner la Floride. Et le président qui avait perdu le vote populaire aux États-Unis a su gagner devant le collège électoral de Floride. Et il a remporté les élections. Un président élu grâce aux voix des exilés cubains, George W. Bush. Dans l'administration actuelle des États-Unis, les exilés cubains ont une influence énorme. Juste après les élections, Bush voulait nommer ministre des Affaires étrangères adjoint un Cubain, partisan d'une politique d'extrême droite en Amérique latine. Mais le Congrès a protesté et a récusé cet homme. Son nom, Otto Reich. Sous la présidence de George Bush Senior, Reich s'était employé à faire libérer de prison le terroriste Orlando Bosch. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, il est le conseiller de Bush Junior pour l'Amérique latine. Et il y a un lien entre Otto Reich, la loi américaine sur l'embargo, et Bacardi. Il n'y a rien à dire quand la Commission du commerce international prend l'avis de M. Reich. Rien à dire si M. Reich dit à la face du monde le peu d'estime qu'il a pour Castro et la grande estime qu'il a pour les sanctions économiques américaines. Le problème est que M. Reich n'a pas révélé qu'il était payé par Bacardi pour faire du lobbying. Le Centre de politique internationale, à Washington, indique que Otto Reich a touché environ 2 millions de dollars de Bacardi, dont 600 000 pour son activité de lobbying. L'ancien patron de Bacardi,
Manuel Cutillas, vit aujourd'hui près d'une succursale Bacardi aux Bahamas. Quels sont ses rapports avec Otto Reich? C'est un bon ami à moi. Je peux vous dire que c'est un chic type. C'est quelqu'un de très bien, de très compétent sur les affaires latino-américaines. Aux yeux de Manuel Cutillas et de Bacardi, Otto Reich est politiquement du bon côté. Aux yeux de beaucoup de gens en Amérique latine, Otto Reich est simplement un politicien sans scrupules. Mais manifestement, il y a des façons très différentes de voir les choses en Amérique latine. Et la même histoire est racontée tout autrement selon qui la raconte et sur quelle côte. Et sur l'histoire de Cuba, personne n'est d'accord. À Cuba, les Cubains exilés, comme les Bacardi ou les gens comme Otto Reich, sont considérés comme des ennemis. Des organisations comme la Cuban American National Foundation sont regardées comme des organisations envoyées en première ligne par les Américains dans leur guerre contre Cuba. La Havane, 1er mai 2003. Sur la place de la Révolution, beaucoup de Cubains ressentent comme une victoire le fait de ne s'être pas inclinés devant la superpuissance américaine. Et le gouvernement cubain estime que sa politique extérieure est justifiée par les attaques lancées depuis le continent et par les nombreux attentats manqués contre Fidel Castro. Eliminarme físicamente a partir de los sofisticados medios modernos que han desarrollado, tal como el señor Bush les prometió en Texas antes de las elecciones, o atacar a Cuba al estilo de Irak. Si fuese el primero, no me preocupa en absoluto. Las ideas por las cuales he luchado toda la vida no podrán morir y vivirán durante mucho tiempo. Abajo el imperialismo yanqui, abajo el genocida de George Bush, hasta la victoria siempre. À la tribune, aux côtés de Fidel Castro, le président de l'Assemblée nationale, Ricardo Alarcón. Il explique ce que perdraient les Cubains si les plans des Bacardi aboutissaient et si toutes les entreprises américaines, grâce à la loi Helms-Burton, exigeaient la restitution de leurs biens nationalisés et des profits dont ils ont été prétendument spoliés. Que perdrait-on? On perdrait absolument tout. Le peuple cubain serait obligé, pour des générations, de travailler toute la vie pour dédommager ces messieurs des prétendues pertes de leurs prétendues propriétés d'avant les nationalisations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur loi. Il y a quelques années, la famille Bacardi a créé une fondation scientifique sur le terrain de l'université de Miami. Dans cette Casa Bacardi, experts et scientifiques mettent au point, pour l'après-Castro, le modèle d'une société cubaine calquée sur les États-Unis. On planifie la restructuration de l'économie cubaine, le remodelage du système judiciaire, la rééducation des enfants cubains. Cet institut développe des stratégies sur lesquelles misent les Bacardi. Stratégie et conception destinées aux gens de Cuba, mais qui sont à Miami. Santiago de Cuba, l'ancienne Villa Bacardi, vestige de la première richesse de la famille. Mais aujourd'hui, que veulent les Bacardi? Quelle est leur vision politique? La famille Bacardi n'a pas d'autre vision politique que l'espoir de pouvoir un jour retourner à Cuba. La vieille villa d'industriels est aujourd'hui un orphelinat. Mais curieusement, la perte de leurs biens à Cuba a plutôt enrichi les Bacardi. Je pense que n'ayant plus leur pays, la famille et la société Bacardi se sont trouvées renforcées.
en ce sens que c'est l'entreprise qui est devenue notre patrie. La décision de la famille, avant même la révolution cubaine, d'ouvrir des unités de production hors de Cuba, a marqué le début du développement d'un empire dans lequel Cuba n'a bientôt plus joué aucun rôle. Alors pourquoi les Bacardi ont-ils besoin de Cuba ? Nous n'en avons pas besoin pour nos affaires. Et ce serait très très bien de l'avoir. D'un point de vue romantique et affectif, ce serait le condensé de notre réussite commerciale. La diffusion mondiale du rhum à la chauve-souris a fait de la firme un groupe puissant et des Bacardi des gens riches et influents. Mais toute leur puissance et toute leur richesse ne sont pas parvenues, depuis plus de 40 ans, à réinstaller à Cuba la chauve-souris Bacardi. Yeah.